Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Le 4 octobre 1958, il y a 65 ans, la France était plongée dans une crise politique, institutionnelle profonde. La France était marquée par la guerre d'Algérie et face à cette situation, le général Charles de Gaulle fut rappelé au pouvoir et chargé de rédiger une nouvelle constitution. Alors cette constitution, elle instaurera la 5e République, un régime semi-présidentiel qui accordait des pouvoirs au président bien plus grands qu'à la 4e République. De Gaulle devient le premier président de la République, élu sous ce nouveau régime, et cette constitution de 1958 fut approuvée par référendum, démontrant un fort soutien de la population à l'époque. Elle a depuis été le cadre institutionnel de la France, elle marquant une période de stabilité politique et une certaine prospérité économique dans le pays à cette époque. Alors, cette constitution de 1958, est-ce qu'elle est toujours pertinente aujourd'hui ? À quoi nous sert-elle? Pour en parler, et puis est-ce qu'il faut la réformer pour une autre constitution? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Grégory Rose. Bonjour Grégory Rose. Bonjour Corentin Périni. Alors merci de m'inviter. Mais je vous en prie, vous êtes écrivain, vous êtes chroniqueur à Valeurs Actuelles, vous êtes auteur notamment de Train de nuit et autres nouvelles aux éditions La Nouvelle Librairie, de Journal d'un remplacé aux éditions Ad Gloriam et Le Retour du Roi. Vous nous faites une proposition de constitution, on va en parler. Mais d'abord, je voulais revenir sur la constitution actuelle. À quoi nous sert aujourd'hui la constitution en France, qui a donc aujourd'hui plus de 65 ans? Je dirais qu'elle sert surtout à nos adversaires, en réalité, puisque, comme vous l'avez très bien rappelé, cette constitution a été créée, non pas après la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on a eu la constitution de 46 entre-temps, qui est la 4e République, qui a duré un peu plus de 12 ans. C'est une constitution un petit peu intermédiaire, comme la plupart des constitutions en France, finalement. Certaines ont duré 1 an, même moins d'1 an. À quoi sert-elle? Eh bien, elle sert surtout à rappeler que la base de cette constitution, ce sont les fameux droits de l'homme, dont un fameux philosophe anglais disait que c'était complètement abstrait, que ça ne pourrait pas durer dans le temps. Je pense qu'il avait raison. Les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est? À l'origine, les droits de l'homme, c'est fait pour éviter la servilité, parler d'égalité, plutôt d'équité que d'égalité d'ailleurs. Et aujourd'hui, on parle que des droits de l'homme. On parle que de la Constitution et de tout ce qui est anticonstitutionnel pour rejeter tout un tas de mesures qui pourraient nous protéger des défis auxquels la France doit pouvoir répondre. Alors, évidemment, on peut parler d'immigration massive, mais pas simplement. Et la problématique, c'est que toute Constitution est par définition assez brève et il faut des gens pour l'interpréter, cette Constitution, savoir si une loi est constitutionnelle. Et c'est l'interprétation de la Constitution par des juges qui est souvent idéologique et qui permet une dérive idéologique totale pour vous, plutôt de gauche, on va le dire. Très clairement. Là, il suffit de regarder qui siège aujourd'hui au Conseil constitutionnel, mais c'est une dérive qui date de très longtemps. Alors, je rappelle que je ne suis pas du tout constitutionnaliste, je suis juste un citoyen et écrivain très concerné par la question, mais il suffit de voir qui et comment sont nommés les membres du Conseil constitutionnel, qui sont bien sûr aidés par toute une armée de constitutionnalistes qui connaissent bien le droit, mais on a ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, qui est une invention qui permet aux constitutionnalistes, donc aux membres du Conseil constitutionnel, de pouvoir dire tiens, là on ne sait pas répondre à la question est-ce que oui ou non cette loi est constitutionnelle ou pas, est-ce qu'elle est conforme à notre constitution? Eh bien, on fait appel à des préambules, à de précédentes constitutions, et à aussi tout un tas de lois qui sont considérées comme faisant partie de cet esprit de la loi, de la constitutionnalité. Donc c'est très très vague tout ça, et on sent bien qu'on arrive à une dérive qui est celle-ci. On a bien normalement une séparation entre les pouvoirs, notamment législatif, donc celui qui fait les lois, et judiciaire plutôt, celui qui juge. Et là, on se rend compte que le pouvoir que les juges s'arrogent, c'est aussi celui de créer de la loi, de créer de la norme avec toutes ces jurisprudences et toutes ces interprétations qui peuvent exister. Et aujourd'hui, donc, cette constitution, est-ce qu'elle a encore du poids dans la législation française quand on sait finalement que le droit européen, que le droit de l'Union européenne est au-dessus du droit français, qu'il y a un pouvoir supranational qui est plus fort que le pouvoir national?
C'est ça. Alors, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Et effectivement, il a fallu changer la Constitution, et on l'a changé pas mal de fois depuis 58, pour pouvoir permettre ce transfert de souveraineté, cette nouvelle hiérarchie des normes, en indiquant qu'une directive européenne, par exemple, doit être transcrite en droit français. Il faut voir si elle est constitutionnelle ou pas. Donc tout ça, pour nos auditeurs, c'est peut-être un peu compliqué, surtout à 7h45 du matin. J'en suis désolé, j'essaie de schématiser tout ça. Mais en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye de faire avancer les choses par rapport, je pense notamment à l'immigration, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on nous dit non, c'est pas conforme aux droits de l'homme, c'est pas constitutionnel. Quelqu'un qui se fait squatter chez lui, eh bien, si lui-même, parce que la force publique n'intervient pas et veut récupérer son bien, c'est pas c'est pas légal et en plus c'est pas constitutionnel. Il y a tout un tas d'éléments comme ça qui font que la Constitution telle qu'elle a été proposée aux Français de 1958 ne correspond. Alors, allez, tout n'est pas acheté. Attention. D'ailleurs, dans mon projet, je finis. Comment dire, je continue en fait, c'est une prolongation de cette Constitution, mais améliorée, je pense, par rapport à nos problématiques. Mais en gros, aujourd'hui, les moyens juridiques dont dispose la nation ne sont plus adaptés aux défis auxquels elle doit faire face. Et justement, donc vous voulez refaire une constitution. Alors, comment on refait une constitution? Parce qu'il y a plusieurs constitutionnalistes qui ont établi des modifications ou carrément qui ont changé de constitution. Ça serait possible aujourd'hui de changer la constitution française? Enfin, comment ça serait possible? Ça arriverait par référendum? Ça arriverait forcément avec un nouveau président de la République? Alors moi, dans mon habit d'écrivain, je me suis pas posé cette question. Je me suis simplement posé la question de si ça devait arriver, ça c'est le rôle des politiques. Si ça devait arriver, comment ferait-on et qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Ça, c'était mon travail de réflexion. Par contre, pour répondre partiellement à votre question, dans l'histoire de France, il y a eu deux raisons pour lesquelles on a changé de constitution. Soit un changement de régime, soit on maintient le régime, c'est-à-dire on passe d'un empire à une république, d'une monarchie à une république, ou alors une crise importante. Une révolution, comme en 1848 par exemple, ou alors une guerre, ou alors par exemple la décolonisation. C'était le cas des deux dernières constitutions. Aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on fait face à un essoufflement de la Constitution, de nos institutions? Est-ce qu'on peut considérer que nos institutions fonctionnent toujours bien, qu'on n'a pas de menaces ni internes ni externes, qu'elles soient financières, qu'elles soient migratoires, qu'elles soient économiques, culturelles, etc. Est-ce que la nation est en danger? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je considère que oui. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce travail. Et dernier point, notre Constitution a 65 ans. C'est la deuxième en termes de longévité. Il n'y a que celle après 1870, je crois, qui a duré plus longtemps. Et donc, vous, votre constitution, votre projet constitutionnel, vous prenez donc une monarchie constitutionnelle. Alors, on le dit tout de suite, vous n'êtes pas pour un retour d'un roi avec un droit divin, mais pourquoi vous vous êtes dit, tiens, il faut une constitution avec une monarchie constitutionnelle pour la France aujourd'hui? Voilà, faites bien de le préciser. Pour les mêmes raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire, je considère qu'aujourd'hui, la République étant complètement essoufflée, il faut achever la révolution. Alors, certains diront, mais oui, c'est encore un illuminé, le roi, c'est n'importe quoi. Regardons ce qui se passe autour de chez nous. Il y a encore des monarchies en place. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément bien armées juridiquement et elles n'ont pas forcément non plus les outils pour accompagner la nation en cas de problématique. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution? C'est un tour sur soi-même. C'est 360 degrés. Donc, est-ce que cette révolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, la révolution doit revenir à ce qu'on avait essayé de faire dès le début. Même les pires des révolutionnaires, les plus sanguinaires, ne voulaient pas au début d'une république. Ils voulaient une monarchie constitutionnelle. Une première constitution a été rédigée, puis une deuxième, puis une troisième, en l'espace de moins de 6 ans ou 7 ans, je crois. Ça n'a pas fonctionné parce que il y avait déjà des extrémistes, dont Mélenchon et sa clique sont les dignes successeurs moraux, les dignes héritiers moraux. Et on voit où ça va nous mener. Et on voit qu'aujourd'hui, on arrive dans une espèce de situation qui est à peu près la même qu'au moment de la terreur, toute proportion gardée. Alors, c'est une terreur intellectuelle et morale aujourd'hui, pas physique, heureusement. Mais c'est-à-dire que la révolution mange ses enfants, comme on le disait hier en préparation. Les plus extrémistes des gauchistes et des wokistes vont traiter de nazis et de fascistes ceux qui le sont un tout petit peu moins qu'eux. Exemple, Ségolène Royal, aujourd'hui, elle a eu le malheur une fois de se prononcer en faveur du port pour l'égalité en réalité, pour l'équité entre les enfants.
Et comme c'était une mesure du Rassemblement national à l'origine, eh bien, elle a été traitée de fasciste par ses amis de longue date. Ça va très vite, oui. Et donc justement, donc vous voulez revenir pour une monarchie constitutionnelle. On le dit, donc voilà, la République dans l'histoire de France a été peut être seulement une parenthèse. Mais alors, vous voulez remettre des articles et notamment, vous voulez remettre une distinction entre nationalité et citoyenneté. Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui c'est important de faire remettre une distinction entre nationalité et citoyenneté? Je dirais que c'est malheureusement important. C'est malheureusement devenu nécessaire. Il y a, au moment de la rédaction de la Constitution de 58, jamais la question de se poser. Qu'est-ce qu'un Français? C'est un Français, point final. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un Français à partir du moment où on peut accorder la nationalité française à quelqu'un qui se marie ou rapprochement, j'allais dire rapprochement de conjoint, mais c'est un peu l'idée. Pour tout un tas de raisons, on peut devenir Français en quelques années sans pour autant maîtriser la langue, sans pour autant avoir montré l'attachement au pays. Des exemples se trouvent non pas par dizaines, mais malheureusement par milliers, voire centaines de milliers dans notre pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne distingue plus, et je trouve que c'est problématique, un Français de longue date, de longue souche, un Français même assimilé, vraiment assimilé, avec un Français qui ne l'est pas du tout. Et donc, je pense qu'il faut distinguer la nationalité, donc rétablir partiellement le droit du sang et la citoyenneté, avec des gens qui auraient exactement les mêmes droits. Donc, ce serait surtout quelque chose d'assez symbolique, sauf que la vraie différence, ce serait qu'on pourrait déchoir un non-national de sa citoyenneté, et donc permettre un citoyen qui serait, par exemple, comme ça se passe en Russie ou dans d'autres pays du monde, ça, je vous rassure, c'est pas une invention ex nihilo, ça existe déjà ailleurs. Les gens ont leur propre nationalité, mais ils peuvent être citoyens français, donc vivre en France, être citoyen français sans aucune difficulté. Et si ça se passe mal, eh bien, retour au pays, sans difficulté. Certains me diront, ah ouais, attendez, moi j'ai un très bon ami, justement, il est non, voilà, dans ce cas-là tout va bien. Si c'est un très bon ami, tout se passe très bien. Et puis il reste citoyen français comme il l'est aujourd'hui, sauf que il n'est pas forcément national. Et il existe dans mon projet de constitution évidemment des caractères d'exception, mais qui seront assez peu nombreux, moins nombreux qu'aujourd'hui, pour permettre à des gens qui démontrent toute volonté d'assimilation complète. Comme je le dis souvent, l'assimilation, c'est un abandon de soi. Si vous allez demain vivre en Hongrie ou en Bulgarie, vous ne serez pas demain hongrois ou bulgare, ni moi d'ailleurs. Et les enfants le seront peut-être un peu plus, et les petits-enfants le seront certainement. Mais je pense que l'assimilation, ça se fait, c'est un caractère générationnel. On s'abandonne, et ensuite, ces enfants et ces petits-enfants seront assimilés et deviendront le national du pays en question. Donc je fais un mélange entre le droit du sang, qui a toujours existé en France, et le droit du sol. Et donc, dans votre constitution, Grégory Rose, vous prenez, donc, on le rappelle, une monarchie constitutionnelle, vous voulez faire une distinction entre nationalité et citoyenneté, et puis aussi, vous parlez donc, de plusieurs choses, plusieurs sujets qui ne sont pas traités, évidemment, dans la constitution de 1958, parce qu'il y a 65 ans, ça n'existait pas, comme l'intelligence artificielle. Alors, l'écologie aussi, on en parlait moins. Alors, pourquoi vous avez voulu mettre dans la Constitution toutes ces choses nouvelles? Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un vide justement constitutionnel par rapport à toutes ces thématiques? J'ai essayé de deviner, quand on rédige une Constitution en tant qu'écrivain et pas forcément juriste, même si j'ai des formations, de voir quels étaient les défis auxquels la France devrait répondre pas dans les 2 ou 3 prochaines années, mais dans les prochaines décennies. Et je pense que l'intelligence artificielle fait partie de ces éléments il faut chevaucher le tigre. Il ne faut pas en avoir peur, forcément, même si ça peut être le cas pour beaucoup de monde, et j'en fais partie. Mais il faut surtout apprendre à s'en servir et mettre des garde-fous. Et je pense qu'à rien du tel qu'une constitution, pour avoir ces socles-là, pour indiquer où on peut aller et où on doit s'arrêter, avec un petit peu d'éthique dans cette constitution, justement. Et alors, justement, vous parlez de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous dites dans cette constitution, par exemple, sur ce sujet? Je dis que la France doit absolument et très rapidement devenir un fer de lance, en fait, du développement, du contrôle et de l'intelligence et de l'utilisation de l'intelligence artificielle, tout en mettant des garde-fous pour protéger, dans certaines professions, par exemple, dans certains cas de figure, l'homme de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Grégory Rose. Merci. Je rappelle que vous êtes écrivain, chroniqueur à Valeurs Actuelles. Je rappelle le titre de vos livres: Train de nuit et autres nouvelles aux éditions de la Nouvelle Librairie, Journal d'un remplacé aux éditions Ad Gloriam, et puis votre constitution, Le Retour du Roi, c'est une référence au Seigneur des Anneaux, ou alors vous n'avez pas fait exprès? Petit clin d'œil.
C'est un petit clin d'œil, évidemment, au Seigneur des Anneaux. Merci à vous, Grégory Rose. Et puis, on continuera évidemment à suivre ça, cette constitution, et puis ces réformes de la constitution potentielle avec vous. Merci à vous.